Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette réunion d'information et d'échange sur le programme Erasmus+ et sa dimension jeunesse et en particulier donc les échanges de jeunes. C'est la deuxième présentation que nous faisons cette semaine après la présentation du programme L'Europe pour les citoyens hier, donc qui était focalisée sur la question des jumelages, la coopération, la citoyenneté active entre les communes au niveau local. Cette session sera co-animée par Bérangère Combre du bureau de représentation du Conseil régional à Bruxelles. Bonsoir Bérangère. Et moi-même, donc Julien Péat, directeur de la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. On va vous dire quelques mots Bonsoir. des structures pour lesquelles nous travaillons. Bérangère, à toi l'honneur. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je travaille pour la région Bourgogne-Franche-Comté dans son bureau à Bruxelles. Donc, c'est une représentation qui a pour rôle de faire de la veille communautaire, à la fois réglementaire, financière, etc., de redescendre les informations sur le territoire régional et aussi, bien sûr, de défendre les intérêts de la région et du territoire auprès des instances à Bruxelles. Et pour ma part, donc, je dirige la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, qui est un établissement public créé par le Conseil régional en 2018, du fait de la fusion des centres d'information et de ressources sur l'Union européenne, donc les centres Europe Direct de Besançon et de Dijon. Donc nous avons une implantation locale dans les deux villes principales de la région et donc une empreinte territoriale sur le périmètre des anciennes régions, donc les 4 départements de Franche-Comté et de Bourgogne. Voilà, avec une mission principale sur les questions de pédagogie des questions européennes, donc du fonctionnement institutionnel, de l'accès au financement, de la valorisation de l'action de l'Union européenne aussi, et puis fédérer les initiatives. Je vois des visages et des noms familiers, notamment celles et ceux qui se mobilisent chaque année pour le joli mois de l'Europe. Voilà, soyez-en remerciés. Donc nos deux structures sont les entités de référence sur les questions européennes en Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'Union européenne en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la Maison de l'Europe, et la Bourgogne-Franche-Comté à Bruxelles, c'est le bureau de représentation pour lequel travaille Bérangère. Donc voilà, des synergies évidentes et fortes entre nous pour vous accompagner, vous, acteurs du territoire, dans le développement de vos projets à dimension européenne. Donc cette présentation a pour objectif de vous présenter les nouveautés, les évolutions donc, pour 2021-2027. On entre dans une nouvelle phase budgétaire, donc ça s'accompagne forcément d'évolutions aussi juridiques et pour les financements. Alors moins de changements quand même pour Erasmus+, que pour le programme L'Europe pour les citoyens que nous avons évoqué hier. On va rentrer dans le détail donc, des modalités. On va utiliser donc un support qui sera partagé et qui vous sera envoyé a posteriori. Et je précise, et c'était indiqué au départ, donc que cette session est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître, si vous ne souhaitez pas donner votre accord droit à l'image, je vous invite à couper votre caméra. Voilà, on va pouvoir démarrer. Est-ce que tu veux peut-être piloter la présentation? Ce sera plus simple après pour Oui, toi, oui, dans le oui. détail, Je Bérangère. vais donc projeter déjà dans un premier temps. Hop, comme ça tout le monde peut voir. C'est bon, tout le monde voit bien? Oui? Alors, C'est bon, de bah, mon côté, ça marche. du coup, donc on va commencer par une introduction sur l'Europe de façon plus générale, même si l'objet aujourd'hui vraiment c'est les échanges de jeunes comme ils sont financés dans le cadre du programme Erasmus+. Donc, en introduction, Julien va vous dire quelques mots sur le fonctionnement général. Exactement. Donc les financements Oh, pardon, européens excuse-moi. donc, sont de nature différente, évidemment, mais ils font partie d'un tout, un budget de l'Union européenne qu'on appelle aussi le cadre financier pluriannuel. Les États membres de l'Union européenne se mettent d'accord pour des périodes budgétaires de 7 ans. Très honnêtement, ça permet de s'écharper euh, sur des périodes qui sont les, les moins récurrentes possibles. Donc, avec un budget à 7 ans, à plus long terme, voilà, on a déjà des effets leviers plus importants, mais c'est aussi une manière de sécuriser, en tout cas financièrement, les subsides de l'Union. Ces budgets, ils sont habituellement, enfin, ce budget, il est habituellement
donc constitué donc de ce cadre financier, ensuite une ventilation annuelle qui est environ de 160 milliards d'euros, ce qui reste peu, hein, c'est 1% du PIB européen, c'est l'équivalent du budget de l'Irlande. Donc vous imaginez voilà, l'Union européenne qui dispose du même budget que l'Irlande pour agir pour 460 millions de citoyens, ça reste quand même assez modeste. Un mot quand même sur l'actualité, parce que vous le savez, un vaste plan de relance a été décidé l'année dernière au plus fort de la crise financière, donc un plan qui s'appelle Next Generation EU. En ce moment, vous entendez beaucoup parler des plans de relance nationaux qui sont validés. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, était d'ailleurs en Espagne, au Portugal, pour valider ces plans de relance très officiellement et permettre l'accès à l'argent, tout simplement, voilà, que l'argent descende effectivement dans les capitales et puis dans les territoires. Donc là, ce sont deux choses différentes, hein. Le budget, on va dire, classique, habituel, et puis ce plan de relance qui va bénéficier très largement donc, aux territoires, aux citoyens et au monde économique. Donc le programme Erasmus+, lui, fait partie du budget classique, je dirais, de l'Union européenne, donc avec des dépenses, mais aussi forcément des recettes. Donc une très très large partie des recettes de l'Union européenne proviennent des contributions des États membres, donc sur la base du revenu national brut, et qui est quasiment proportionnel, je dirais, hein. Donc chaque État va donner un petit peu de sa richesse nationale pour contribuer à un effort solidaire dans le budget européen. Donc ce petit peu de richesse allemande comparé à ce petit peu de richesse maltaise, forcément, on est sur des niveaux extrêmement différents. Je ne rentre pas dans le détail hein, du reste. Sachez simplement qu'il y a aussi une partie de ressources propres, une partie de la TVA qui est prélevée au profit de l'Union européenne, les tarifs douaniers extérieurs. Il n'y a pas encore, avec le monde entier, d'accord de libre-échange. Donc, il y a toujours des taxes, hein, des droits de douane donc, qui vont aussi à l'Union européenne. Il y a une partie aussi des recettes qui vient eh bien, des contributions, hein, des charges sociales des fonctionnaires ou même des élus européens. Et puis, les amendes aussi. Vous avez entendu parler de ces amendes hein, qui sont infligées soit aux États membres pour non-respect de certaines dispositions légales, la France notamment hein, par rapport à la qualité des sols, on en parle régulièrement, ou les entreprises, les géants du numérique par exemple. Donc ça, c'est de l'argent qui va dans le budget européen. Donc ce budget européen, donc pour une période de 7 ans, on a une idée très précise de l'argent comme ça qui va être dépensé au fur et à mesure que le temps passe. La répartition, elle est faite à travers différents objectifs, à travers différents outils financiers, et qui sont principalement séparés entre on va dire deux familles, deux catégories, soit ce qui va être géré pour bonne partie directement dans les territoires via des accords avec les institutions, mais de l'argent qui va être confié aux États membres ou éventuellement aux régions pour utiliser au plus près des citoyens des territoires. On parle notamment de la politique agricole commune ou des fonds structurels, le Fonds européen de développement régional, par exemple, qui va soutenir l'innovation, la lutte contre le changement climatique, l'efficacité énergétique, etc. Il y a plein d'exemples hein, en termes de mobilité, le tram à Dijon, le réseau de bus à Montbéliard, etc. Beaucoup de bâtiments aussi, de logements sociaux, bâtiments de l'enseignement supérieur qui ont été soutenus, beaucoup d'entreprises innovantes ou de domaines de la recherche de nos universités. Donc ça, ce sont plutôt les fonds qu'on appelle structurels. Et puis, il y a l'autre logique de financement, donc des fonds, des programmes dits sectoriels, qui là vont être davantage gérés directement par l'Union à Bruxelles ou par ses agences exécutives. La slide suivante, s'il te plaît. Là, vous avez sur la slide suivante l'architecture. Je ne la vois pas, la suivante, Bérangère. Ça passe pas? Moi, j'ai des problèmes de mon côté, mais je ne sais pas si c'est que moi. Ben, moi, on est bloqué sur la première slide, les financements européens oui. avec Tu veux que je budget, change? Ouais. CFP. Je crois que j'ai une mauvaise... Je ne sais pas pourquoi d'un coup ça a bugué, désolé. Hop, j'ai essayé de changer. Voilà. Voilà, merci. Et donc là, vous avez l'architecture globale donc, du nouveau cadre financier. Donc vous voyez que la politique agricole commune représente encore une bonne majorité du budget et la politique de cohésion. Donc deux outils extrêmement importants pour les territoires et aussi dans le cadre donc, de cet objectif, on va dire, corollaire de l'action de l'Union européenne, qui est le pacte vert européen, donc la neutralité carbone, qui est l'objectif, hein, le principe cardinal
d'ici à 2050. Donc, c'est tous les efforts politiques, financiers de l'Union européenne, juridiques aussi, qui se tournent vers la lutte contre le changement climatique. Et à l'intérieur donc de ce troisième tiers, troisième bloc, on retrouve donc beaucoup de politiques sectorielles très très différentes, notamment des nouveautés, hein, l'Union européenne pour la santé, un programme aussi, hein, donc un programme de la défense. Donc voilà, pas mal de nouvelles priorités qui sont imposées à l'agenda européen. Et on retrouve de façon plutôt modeste le programme Erasmus+, avec plus de 20 milliards d'euros. Mais il faut bien comprendre que depuis, si on compare le programme d'il y a 10 ans, il a été multiplié par 3. Le alloué Erasmus+, a été multiplié par 3 depuis 10 ans. Donc, c'est quand même très, très important de le rappeler. Pour comparaison, le programme L'Europe pour les citoyens, qu'on a évoqué hier, ce n'est pas 21 milliards d'euros, c'est 1,5 milliard d'euros. Vous voyez qu'il y a vraiment un effort qui est fait pour l'éducation, la jeunesse, le sport, et pas uniquement les jeunes en tant que tels, puisque on va parler ce soir des échanges de jeunes, 13-30 ans, mais dans l'absolu, Erasmus+, maintenant, a une portée très, très horizontale et pas uniquement basée sur les jeunes ou sur les étudiants ou sur les personnes en situation d'apprentissage. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc quelques détails sur l'architecture du programme Erasmus+. Donc le programme Erasmus+, le but, ça reste quand même, in fine, l'idée de la mobilité, l'idée de l'apprentissage, de la confrontation physique avec d'autres Européens. C'est un peu la même philosophie que le programme L'Europe pour les citoyens avec les jumelages d'hier, mais il y a vraiment l'idée, au niveau individuel aussi, et au niveau collectif, de faciliter et de renforcer les compétences, les parcours, les cursus donc des Européens, jeunes ou moins jeunes, avec aussi le souci d'améliorer ce qu'on appelle leur employabilité, l'insertion professionnelle. Donc le développement de compétences certes formelles, mais de compétences aussi informelles, c'est très très important. Les langues, évidemment, l'adaptabilité, la découverte de l'autre, de soi aussi, sont des sujets essentiels. Donc un projet de budget, donc comme dit, qui est large. Une petite différence entre ce que vous voyez là et la slide précédente, je pense que c'est dû aux évolutions de négociation. Peut-être qu'on changera ça, peut-être voilà, les éléments. Donc Erasmus+ a vraiment tiré son épingle du jeu. Donc slide suivante, on va passer à la façon dont le programme est organisé. Donc depuis déjà 2014, il y avait eu une vraie refonte du programme Erasmus, qui avait d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Erasmus+. Certains voulaient l'appeler Erasmus pour tous à l'époque, mais c'est devenu Erasmus+, avec vraiment l'idée de ne pas segmenter, de ne pas séparer ce qui relève de l'éducation formelle et de l'éducation non formelle. Donc on a vraiment un programme qui aujourd'hui continue à concerner l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, mais très horizontal, avec des actions qui permettent de financer des mobilités à des fins d'apprentissage. Et quand je dis apprentissage, voilà, n'imaginez pas que c'est uniquement de l'apprentissage formel dans le cadre d'un cursus ou même que ce sont des apprentis, hein, c'est vraiment à tous les niveaux. On apprend aussi, pas forcément sur les bancs de l'école. Une action clé numéro 2 avec des consortia, donc des coopérations entre des organisations et des institutions, donc qui est moins liée à des bénéficiaires, on va dire, individuels, mais plus liée à des structures, des entités. Et puis l'action clé numéro 3, soutien à l'élaboration des politiques et à la coopération. Là, honnêtement, les entités, les structures que vous représentez ce soir ne sont pas concernées. On est vraiment sur du financement, voilà, à très grande échelle pour des actions de très grande portée. Un mot pour être totalement complet sur les actions Jean Monnet, donc qui sont, vous avez peut-être entendu parler des chers Jean Monnet, donc qui sont des programmes de soutien à l'enseignement, l'apprentissage, la recherche, au débat sur les questions liées à l'intégration européenne. Donc, dans beaucoup d'universités, vous avez des enseignants qui sont titulaires d'une chaire et qui font tout un travail de recherche, mais aussi un travail de transmission sur les questions liées à l'intégration, à l'histoire de l'Union européenne. Donc nous, on va s'intéresser à la dimension jeunesse et on va s'intéresser à l'action clé numéro 1, mobilité à des fins d'apprentissage, avec cette possibilité donc de mobilité groupée, donc les échanges de jeunes pour les 13 à 30 ans. Slide suivante. Je crois que c'est peut-être... Oui, merci. Oui, je vais prendre du coup le relais effectivement sur cette action clé numéro 1, mobilité à des fins d'apprentissage. Dans le domaine de la jeunesse, ça concerne principalement 3 sous-actions.
Et ça concerne donc des méthodologies d'apprentissage, mais qui sont réalisées en dehors de tout cursus formel. Donc, ça veut dire que c'est bien réalisé en dehors du milieu scolaire ou de l'éducation, on va dire, ordinaire ou normale. Et ça concerne tous les jeunes de 13 à 30 ans. Et la particularité de cette nouvelle programmation, c'est qu'il y a un focus qui est fait sur les jeunes ayant moins d'opportunités. Donc voilà, la Commission souhaite que tous les pays européens vraiment mettent le paquet pour faire participer ces jeunes-là qui ont peut-être moins eu d'occasion dans leur vie ou enfin dans leur cursus scolaire de faire des mobilités, etc. Donc là, c'est l'opportunité pour eux de participer. Donc cette action clé a 3 sous-actions. Donc la première, ça s'appelle échange de jeunes. Le deuxième, ça s'appelle participation des jeunes. Donc on va voir que c'est un tout petit peu différent. Et le troisième volet, c'est mobilité des acteurs de la jeunesse. Le troisième volet, comme il ne concerne pas directement les jeunes, on a choisi de ne pas l'aborder en détail ce soir. Donc, on va plutôt se focaliser sur les deux premières sous-actions qui, elles, ont vraiment pour public et pour bénéficiaire final les jeunes à proprement parler. Est-ce que, Julien, tu pourrais lancer le petit sondage si possible? Tout à fait. Voilà, donc on a un petit sondage Voilà. à vous proposer pour savoir si donc, vous avez déjà déposé un projet Erasmus+ échange de jeunes. Donc, si oui, vous l'avez déposé et que le résultat a été positif. Si oui, vous l'avez déposé mais que malheureusement ça a été négatif. Si vous n'en avez jamais fait ou donc dernière option, si le projet avait peut-être été amorcé. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de cas de figure en général. Voilà, donc il nous manque juste que quelques réponses. Voilà, alors je ne sais pas si il en manque encore une ou si c'est... Il manque un vote, mais on va peut-être Voilà. clore. Et en tout cas, voilà, Donc, c'est ouais. très, très net. Oui, hier, on avait au moins eu enfin 2 dépôts. Aujourd'hui, 0 dépôt, mais des projets amorcés, 3. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui sont allées assez loin dans le processus sans pourrait forcément avoir été capable de déposer. L'objectif, c'est que ça change. Donc, on a Absolument. potentiellement 12 beaux projets. Je vais fermer. Voilà, donc ça, c'était juste pour voir un peu quel était le niveau de connaissance du projet, du programme, pardon, et de tout ça. Donc, la première sous-action que je vais détailler, c'est la sous-action échange de jeunes. Donc ça, c'est dans la continuité de ce qui se faisait avant dans le précédent programme Erasmus+. Donc, ça concerne des jeunes issus d'au moins 2 pays différents, donc qui se réunissent autour d'une thématique souvent, dans un but d'apprentissage. Donc c'est vraiment dans une visée éducative et ça doit permettre aussi d'inculquer des valeurs, de vivre ensemble, etc. La période de ces échanges peut aller de 5 à 21 jours. Bon, hors voyage, c'est précisé quand même. Et le groupe peut être composé de 16 à 60 jeunes. Donc, il peut y avoir plusieurs échanges dans un même grand projet, on va dire, dans un même grand chapeau, dans un même projet. Donc, l'objectif de ces échanges, c'est vraiment l'apprentissage entre pairs, afin de renforcer notamment les valeurs qu'on peut dire les valeurs de l'Union européenne, que sont la solidarité, la démocratie, etc. Et le processus est formé sur des méthodes d'éducation non formelles, ateliers, exercices, débats, voilà, il y a une petite liste, mais l'idée, c'est vraiment d'être innovant par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le milieu scolaire et de tirer son épingle du jeu en proposant des choses qui sont un peu différentes et qui peuvent aussi justement rendre plus accessible cet apprentissage au public dont on parlait tout à l'heure, les publics ayant le moins d'opportunités. Voilà, leur permettre d'avoir aussi une expérience avec un contact avec des personnes, avec des jeunes venant d'autres pays européens, sans que ce soit dans le parcours scolaire normal. La deuxième sous-action dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'ils ont appelé la participation des jeunes. Alors, a priori, ça, en fait, c'est vraiment quelque chose de nouveau,
même si bon, ça n'a rien de nouveau dans le principe, mais c'est nouvellement apparu dans cette sous-action du programme Erasmus. Et là, la particularité, c'est que donc, c'est d'organiser des activités avec des jeunes, mais ça peut être au niveau national. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des partenaires européens pour faire ça. Vous pouvez aussi simplement faire ça à votre niveau, mais vous pouvez aussi faire ça avec des pays européens. Donc là, le but, c'est surtout, l'objectif principal, c'est surtout de sensibiliser les jeunes et d'encourager leur participation à la vie démocratique, européenne notamment, mais bon, la vie démocratique de façon générale, donc à l'engagement civique. Donc là, pareil, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être mises en place. Donc, bon, un peu pareil, les jeux de rôle, les débats, les séminaires, les conférences. Et aussi, ce qui a été évoqué par la commission, c'est pourquoi pas la rencontre de ces jeunes avec des élus pour discuter de ce que c'est la vie démocratique, etc. Donc, c'est vraiment d'essayer de leur apprendre plus de choses sur ce registre-là. Voilà, je ne sais pas si à ce stade-là, il y a déjà peut-être des questions sur déjà les contenus de ces deux sous-actions. Je n'ai pas le chat sous les yeux, mais Julien, tu me dis si jamais il y a des Oui, non, questions. il n'y a pas de questions dans le chat. Si toutefois il y en avait, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à les poser. Je pense que tu peux continuer, Je peut-être les continue. questions Voilà, viendront, n'hésite pas à me voilà, dire pour des si jamais modalités précises. il y a des questions dans Oui, le chat, à oui, m'interrompre. je regarde. Alors, donc, après, je voulais donc évoquer avec vous le déroulement d'un tel projet. Alors, cette slide-là, on va dire qu'elle ne s'applique pas forcément que au projet dont on parle ce soir, elle s'applique un peu de façon générale à tous les projets. C'est un peu des choses basiques, mais bon, je pense que ça vaut quand même la peine d'y revenir. On peut dire qu'il y a 4 phases principalement dans un projet. La première phase, c'est la phase de planification. Donc là, on va vraiment faire le tour des besoins, des objectifs, de ce qu'on veut faire, de quel résultat d'apprentissage qu'est-ce qu'on veut obtenir en termes d'apprentissage, quelles activités on envisage, quel est le programme, sur quelle période on le voit, la dimension des groupes. Voilà, c'est vraiment tout un tas de questions qu'on se pose avant de faire un projet pour savoir dans quelle direction on va, la philosophie, quel est le message qu'on veut faire passer, etc. La deuxième partie, ce sera plus donc la préparation vraiment du projet en l'état. Donc, comment on met en pratique tout ce qu'on a prévu dans les phases d'avant. Donc, voir avec quels partenaires, quels accords on a besoin, de façon logistique, comment on fait venir les groupes, comment on se fait rencontrer les jeunes, quelles animations on va prévoir, est-ce qu'on a besoin peut-être de personnes ou de structures pour animer nos rendez-vous, nos séminaires, etc. Donc là, c'est là où on va tout caler et on va aussi essayer d'anticiper tout ce qui est la médiation interculturelle, comme on l'appelle, avec les personnes, si on reçoit des groupes qui viennent d'autres pays européens, bah voilà, comment on anticipe tout ça. Voilà, donc ça, ce sera vraiment la partie un peu plus concrète. Ensuite, bien sûr, bah, il y a la réalisation des activités qu'on aura préparées depuis tout ce temps. Donc vraiment la mise en œuvre concrète des activités. Et la dernière phase qui est peut-être la phase qui est la moins évidente, mais qui est très importante, surtout dans les projets européens, c'est la phase de suivi. Donc c'est tout ce qu'il y a après. Donc notamment l'évaluation des activités, le recensement ou recevoir un peu, remettre au même endroit tout ce qu'on a produit pendant ces jours ou pendant ces mois de travail, et aussi de le fruit de ce travail, comment on le diffuse, comment il sert peut-être à d'autres projets ou il sert à notre structure pour le futur dans la continuation de nos activités. Voilà, donc ça c'est les grosses parties, on va dire, d'un projet de façon générale, mais qui sont importantes, notamment quand on prépare un projet, vous allez le voir après, parce que tous ces éléments, on les retrouvera, notamment les éléments de planification, on les retrouvera dans le dossier de candidature. Alors, ensuite, on voulait aborder la question de l'éligibilité. Donc, qui est éligible à une action échange de jeunes ou participation de jeunes? Donc, là, vous avez une liste formelle qui est inscrite dans le guide Erasmus+. Donc, les ONG, les associations à but non lucratif ou les associations.
Parce qu'il faut bien avoir en tête que ce genre d'activité, ça doit toujours être à but non lucratif. Sinon, c'est des activités qui ne sont pas éligibles. C'est vraiment, voilà. Donc, des ONG, une ONG européenne œuvrant dans le domaine de la culture. Donc, quand ils appellent une ONG européenne, c'est peut-être une ONG qui a une tête de réseau dans un autre pays, mais qui est présente dans beaucoup de pays européens. Voilà, ça arrive. Et puis, qui peut organiser des activités dans plusieurs pays. Donc, un organisme public au niveau local, régional et national, là, bon, ça peut être des communes, des villes, des départements, etc. Un organisme à but lucratif, alors ça, c'est actif dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, c'est un peu différent puisque ces entreprises ou ces structures ont vocation sociale. Donc, c'est pour ça qu'elles sont incluses. Ça leur donne aussi à elles des opportunités qu'elles n'auront pas peut-être ailleurs. Et ce qui est peut-être intéressant et qui est original aussi, c'est que ce genre de projet est accessible à ce qu'on appelle un groupe informel de jeunes. Donc, ça veut dire qu'un groupe de jeunes lui-même peut s'auto-former pour se dire, nous, on va faire un projet européen. Alors, bien sûr, il faut toujours quand même qu'il y ait un leader, un peu un chef de groupe qui soit plus vieux que 18 ans pour être en responsabilité sur ce groupe. Mais voilà, ça peut être aussi une approche intéressante d'avoir ce genre de groupe qui est impliqué dans le projet. Il y a justement, Bérangère, une question de Christophe sur ce sujet. Le projet doit-il être réalisé par les jeunes ou est-ce qu'on est sur un accompagnement de projet? Alors, il peut être réalisé par les jeunes et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si dans le cadre d'un groupe informel de jeunes, ils ont droit à du coaching, des jours de coaching en fait qui sont payés. Donc, ça peut être plusieurs coachs différents sur plusieurs thématiques. Donc, ils ont droit ils ont la possibilité d'être accompagnés. Voilà, donc ça peut être quelque chose à retenir. Après, dans les détails, bien sûr, ça sera peut-être moins évident que si c'est une commune ou une ville qui l'organise. Donc, il faut vraiment, je pense, plus préparer, un peu plus réfléchir avec eux, avec eux. C'est peut-être un peu plus complexe à mettre en place, mais c'est possible. On peut ajouter qu'il faut qu'on sente dans le dossier que les jeunes sont partie prenante du projet et de la façon dont le programme est mis en œuvre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste consommateurs du projet, participants, voilà, simplement spectateurs, mais qui sont bien en amont associés à l'ensemble des étapes. Ouais. Oui, absolument, ils sont Alors, porteurs vraiment de la est-ce que démarche. ces projets sont réalisables par un établissement scolaire? C'est la question de Alors non. Sherazade. Lycée de Morteau qu'on salue. D'accord. Alors non, ces projets ne sont pas réalisables par un établissement scolaire parce que les établissements scolaires ont déjà leur propre sous-action dans le programme Erasmus+. Les établissements scolaires, eux, vont aller sur les actions Erasmus de base, enfin, je veux dire, classiques, celles qu'ils font souvent. Il y a beaucoup d'opportunités de financement, d'échanges de jeunes, d'échanges de personnel, etc. Donc, du moment que c'est un acteur, que le porteur de la démarche est un acteur du domaine éducatif, vraiment scolaire classique, ça ne peut pas entrer dans ce registre-là. Là, on se parle vraiment d'une éducation, ce qu'on appelle informelle, donc une éducation qui est vraiment en parallèle du système scolaire classique. Voilà, j'espère avoir bien répondu à vos questions, mais il y a plein d'autres possibilités pour les établissements scolaires. Après, les élèves ne sont pas toujours des élèves, donc peut-être sur leur temps plus personnel ou en travaillant avec des structures qui sont peut-être liées aux établissements scolaires, il y a des possibilités de faire des choses. Mais bon, Oui, comme voilà, Bérangère l'a dit, dans le voilà, cadre mais le scolaire, porteur, ça marche. ça dépend vraiment du porteur, en fait. Bien sûr, au final, les publics resteront les mêmes. Les jeunes, ils vont à l'école, comme tu dis. Mais le porteur en lui-même, c'est ça qui détermine, on va dire, quel financement il peut obtenir. Julien, une question. Ah, il y a une question? Oui, on vous écoute, Robert. Simplement, la question, c'est comment un groupe informel peut recevoir les subventions concrètement? S'il est informel, et ça veut dire quoi? Pas structuré, il faut préciser un peu là, parce que je vois difficilement l'Europe là envoyer des subventions dans la nature là.
Oui, alors c'est très encadré, hein, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un leader. Il faut vraiment qu'il y ait un leader qui prendra un peu la responsabilité du groupe. C'est pas, effectivement, comme vous le dites, quelque chose d'un peu, comme ça: «Oh là, quelqu'un nous demande de l'argent, on lui donne». Donc c'est encadré, hein, ça passera par le même, principe que si c'était une structure, donc ça veut dire qu'il y aura déjà un dossier de candidature, bien sûr une examination et cetera. Mais il y aura aussi des conventions, il y aura aussi des documents, contractuels qui accompagne la démarche. Je veux dire, c'est pas de l'argent qui est dépensé comme ça, sans justification et sans projet et sans véritable preuve, on va dire, qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, Ça reste une hypothèse qui est assez peu utilisée dans les faits, hein. Parce que justement, elle est soumise à une forte incertitude du point de vue de l'évaluation. Donc, honnêtement, voilà, il y a assez peu de cas, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu en région, en tout cas, voilà. On ne peut pas tout connaître, hein, des initiatives des territoires, mais je n'en ai jamais vu en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, plus en oui, puis en Franche-Comté qu'en plus, Bourgogne-Franche-Comté, oui. mais j'en ai Un jamais un vu. jeune qui se saisit de ça, c'est vrai que ce serait c'est déjà des outils assez compliqués et assez peu connus. Donc un jeune qui dit: «Tiens, je vais faire ça», c'est vrai que c'est pas, évident. S'il y a plus de questions, je vais passer, peut-être à la suite. Donc la durée d'un projet, donc ça peut aller de 3 à 24 mois et c'est différent donc de la durée de l'activité dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que si l'activité, par exemple, dans l'échange de jeunes peut être limitée en nombre de jours à 21 jours, la durée du projet, elle prend toutes les phases du projet. C'est-à-dire, elle prend aussi, la planification, la préparation et cetera. Donc c'est un peu plus long que juste, l'activité en elle-même. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence. Et donc en termes de subvention, mais ça, j'y reviendrai vraiment en détail, tout à l'heure. C'est une subvention forfaitaire, qu'on appelle forfaitaire et il est à noter aussi que pour, la sous-action participation des jeunes, la subvention, elle a un plafond de 60 000 €. Voilà, c'est noté là, bon, je ne sais pas après dans quelle mesure, ces 60 000 € sont atteints, mais en tout cas, c'est un plafond. Donc pour, faire participer un partenaire européen, donc les pays éligibles sont les pays, de l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne, avec la Norvège, pardon, l'Islande, Liechtenstein, la Turquie, la République de Macédoine du Nord et la Serbie. Donc c'est les pays, en candidats et les pays de l'espace européen, qui donc collaborent avec, l'Union européenne sur tout un tas de sujets. Et après, sur certains appels, des fois, l'Union européenne ouvre sur d'autres pays. Pour ce qui est des questions qui reviennent souvent sur, le Royaume-Uni et la Suisse, puisque c'est des pays, bah, voilà, qui sont, quand même, très proches de nous et où on peut se poser des questions. Donc le Royaume-Uni, pour l'instant, n'est pas, inclus dans ce programme-là, donc il ne peut pas être partenaire, même si bon, dans le futur, rien n'exclut que l'Union européenne et le Royaume-Uni trouvent un accord sur le programme Erasmus+. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est la même chose pour la Suisse. Voilà, c'est des accords qui sont en cours de négociation. Donc pour l'instant, on peut dire que ces pays ne sont pas inclus, mais dans le futur, pourquoi pas. Alors voilà, donc le budget. Donc là, j'ai repris sur cette diapo-là les postes principaux de dépenses des deux sous-actions dont je vous ai parlé. Donc dans le cas de échange de jeunes, les dépenses qui sont couvertes sont le soutien au voyage, la contribution aux frais de séjour, la contribution à l'organisation du projet, le soutien à l'inclusion et les coûts exceptionnels. Je vais vous projeter un détail tout de suite parce que ça peut être intéressant sur d'avoir plus en détail de quoi il s'agit. Excusez-moi, juste un instant, j'ai dit échange de jeunes. Voilà, projeter. Voilà. Donc, par exemple, pour le premier volet dont je vous ai parlé, qui s'appelait soutien au voyage, c'est une dépense forfaitaire qui est calculée à la distance. Donc, à la distance aller-retour, avec le trajet retour. Donc là, vous voyez à l'écran ce que ça peut représenter dans les sommes. Donc, c'est en fonction de la distance et du nombre de
personne. Ensuite, la contribution aux frais de séjour. C'est une contribution pareille au coût unitaire qui est un forfait par jour et par participant. Donc là, ça va faire un peu mal aux yeux, mais je vais vous donner, voilà, tout en bas du document, il y a l'échelle pour la France, c'est 38 €. Voilà, on voit qu'il y a des différences en fonction du pays. Voilà, je reviens là où on en était. Ensuite, donc la contribution à l'organisation du projet. Donc là, c'est vraiment la mise en place des activités. Donc là, pareil, c'est une contribution au coût unitaire avec 100 € par participation à un échange de jeunes. Ensuite, il y a donc le volet qui s'appelle soutien à l'inclusion. Donc là, en fait, ça fait vraiment appel à ce que j'ai dit en introduction sur la possibilité d'inclure dans ces échanges des jeunes ayant moins d'opportunités. Donc, on va dire que ça rajoute, entre guillemets, un montant, donc 100 € par participant. Et par exemple, parfois, il peut arriver que ces jeunes aient des besoins spécifiques, par exemple, louer un car ou une voiture un peu adaptée pour les personnes en situation de handicap ou avoir des personnels qui accompagnent en amont et en aval de la mobilité le jeune en question, etc. Donc ça, c'est finançable aussi. C'est donc sur coût réel pour le coup. Donc finançable à 100%. Donc les coûts réels sont calculés au moment du dépôt du projet par la transmission d'un devis. Ça veut dire qu'au moment du dépôt d'un projet, on se dit, je vais avoir ce besoin spécifique-là. Je vais demander un devis à une entreprise pour savoir combien ça coûterait dans l'absolu si j'ai besoin de faire ça. Et on le transmet à l'Union européenne. Et c'est ça, c'est sur ce montant-là qui est basée la subvention qui est chiffrée. Et c'est 100% des coûts éligibles. Et ensuite, il y a le dernier volet qui est ce qu'ils ont appelé les coûts exceptionnels. Donc là, on voit, c'est par exemple des frais de voyage élevés, donc l'outre-mer, etc., des frais de voyage élevés, ou tout ce qui est visa, frais de visa et autres permis de résidence. Enfin voilà, des choses vraiment très, très spécifiques. Ces coûts exceptionnels parce que ça arrive quand même assez rarement. Voilà, je reviens sur la présentation. Donc, pareil, sur participation des jeunes, il y a aussi différents domaines qui sont couverts dans le budget. Donc, il y a d'une part le financement principal, donc, qui est vraiment pour la mise en œuvre du projet. Et il y a des financements qui peuvent arriver en plus. Donc, le premier financement supplémentaire, c'est pour les activités, les événements physiques réalisés dans le cadre du projet. Et le deuxième, c'est si jamais il y a des mobilités. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les participations de jeunes, ça pouvait se faire uniquement au niveau local, au niveau national, sans avoir de personnes étrangères qui viennent. Mais on peut aussi faire ça de façon transnationale, ou etc. Donc, il y a cette possibilité aussi qui est reflétée dans le budget. Donc, je vais vous montrer le détail. Voilà, je pense que vous voyez, peut-être c'est un peu petit, mais hop. Alors, donc là, dans la partie principale dont je parlais, il y a les coûts de gestion du projet. Donc là, on voit que les gestions du projet, c'est 500 € par mois. Ensuite, il y a les coûts de coaching, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans le cas d'un groupe informel de jeunes. Donc, il y aura des jours de coaching qui seront éligibles. Donc, c'est 12 jours maximum, mais ça peut être différents coachs, à différents moments, etc. Ce n'est pas forcément dans la continuité. Ensuite, il y a le soutien à l'inclusion qui recoupe exactement ce que je disais tout à l'heure pour les coûts additionnels par rapport au public ayant moins d'opportunités. Et aussi les coûts exceptionnels qui recoupent exactement aussi la même chose sur les frais de voyage onéreux ou les visas, etc. Donc ça, c'est les montants pour les coachs, les coûts d'accompagnement pour le coaching, les budgets qui seront la contribution unitaire par jour qui pourrait être permise.
Ensuite, il y a donc en financement complémentaire, si jamais c'est le cas, si jamais vous organisez un événement, donc il y a la possibilité de financer 100 € par participant si on organise un événement ou participant à l'événement. Et dans le cas où il y a des mobilités à l'étranger, donc il y a un soutien au voyage qui recoupe exactement un peu comme dans l'échange de jeunes. Ce soutien au voyage est calculé par une distance kilométrique. Voilà. Et ça inclut aussi une contribution aux frais de séjour. Et pareil, après, soutien pour l'inclusion et coûts exceptionnels qui sont liés donc à ces frais de voyage spécifiquement. Donc, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais dans la façon dont on dépose un projet Erasmus+, il y a des tableaux, des tableaux qui récapitulent un peu tous ces points et qui simplifient en fait, puisqu'on a juste à remplir des cases et après ça fait des coûts totaux, etc. Pour ce qui est de la distance, je me rends compte que je ne l'ai pas encore dit, pour ce qui est de la distance, sur le site de la Commission européenne, il y a un calculateur donc, qui calcule les distances entre les différents points qu'on aura à visiter. Voilà, ce n'est pas nous qui calculons sur Google Maps, il y a vraiment un calculateur qui est à disposition. Je ne sais pas si vous voyez en... Non, hop là. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là, je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas d'autres questions. J'ai répondu, il y avait une question sur l'éligibilité des CFA. Donc, j'ai répondu qu'il s'agissait d'éducation formelle. Donc, on bascule sur Erasmus+, éducation formation. C'est la même réponse que tout à l'heure pour le Oui. lycée de voilà. Oui. Mais effectivement, mais par contre, sur l'Erasmus+, il y a vraiment eu aussi une extension, un agrandissement des publics et maintenant, les apprentis, etc., sont vraiment, lycées technologiques, etc., sont vraiment pris en compte dans les actions Erasmus+, plus classiques, on va dire. Alors, donc, on attaque un peu le gros morceau, donc déposer une candidature. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment essayer de voir de façon générale, puisque chaque candidature est unique, et puis il peut y avoir aussi des évolutions, et les outils à prendre en main, etc., ils nécessitent peut-être un accompagnement un peu plus personnalisé. Mais en ce qui concerne nos deux sous-actions, le prochain délai de dépôt pour déposer votre projet est le 5 octobre, si jamais vous avez un projet qui commence donc entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022. Donc là, quand on parle de début du projet, on parle bien du projet dans sa globalité, on ne parle pas forcément de l'activité. Mais voilà, si vous demandez un financement qui commencera dans cette période-là, vous serez éligible pour le prochain appel, dont il faudra déposer les dossiers avant le 5 octobre, à midi, heure de Bruxelles. Enfin, heure de la France, du coup, mais voilà. Donc, les projets se déposent en ligne sur la plateforme Erasmus. Alors, il y a une autre plateforme de la Commission européenne qui centralise tous les dépôts de projets et j'ai vu que les appels étaient aussi accessibles par là. Mais l'agence Erasmus plus Jeunesse et Sport, donc, qui est l'agence nationale point de référence du programme, dont j'ai mis le site internet là et qui peut aussi... il y a beaucoup d'astuces sur leur site internet et qui peuvent aussi être une ressource, recommande de se connecter via le premier site dont je vous ai parlé, la plateforme Erasmus. On va voir ensemble, je vais vous faire un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble après. Donc, pour déposer ces dossiers-là, il y a, on va dire, deux voies. Il y a une voie, on peut dire un peu classique, celle qu'on connaît pour les projets européens, qui est via un appel à projet, donc celui dont je viens de parler. Donc, on monte un dossier, on le dépose, et il y a 2 appels à projet par an. Il y a une nouveauté pour cette nouvelle programmation 2021-2027, qui est un système d'accréditation. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine scolaire, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions du domaine scolaire, il y a dans le domaine scolaire, par exemple, Erasmus+, a une charte qui permet d'avoir des financements qui reviennent. C'est une charte qu'on a pour 7 ans et puis qui vaut pour 7 ans. Et bien, pour ce nouveau domaine, enfin ce domaine de jeunesse, ils ont décidé de faire quelque chose de similaire, mais qui s'appelle l'accréditation. Donc, une fois qu'on obtient cette accréditation, on peut avoir des financements annuels.
Donc, en fait, c'est une procédure simplifiée qui nous permet de nous projeter sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'au lieu de déposer tous les ans un projet parce qu'on veut faire une activité avec des jeunes parents, on peut faire une demande d'accréditation et déposer, par exemple, pour 3 ans. Pour 3 ans, on aura nos actions qui seront financées. Donc voilà, c'est pas le même travail, c'est pas la même approche, mais au moins ça permet d'avoir une garantie, on va dire, pour le porteur de projet, s'il a une vision à long terme voilà, d'avoir un financement sur plusieurs années. La procédure, elle n'est pas la même, et voilà. Donc pour avoir cette accréditation, il faut répondre à un appel à projet aussi, qui est lui aussi annuel. Voilà, donc c'est un appel à projet différent. Mais au moins, vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Voilà. Donc aujourd'hui, on va juste parler des appels à projets classiques, puisque c'est surtout dans la prévision du 5 octobre, le prochain délai, qu'on a fait cette réunion. Et il faut savoir aussi que le système d'accréditation, c'est vraiment un autre fonctionnement, donc ça pourrait faire l'objet d'une réunion pour lui-même, on va dire. Bérangère, est-ce qu'on peut considérer que ce système d'accréditation vaut pour les structures qui comptent, par exemple, déposer au moins tous les ans un dossier? Oui, Ça vaut oui, la on peine peut. Oui, oui, quand c'est vraiment très, très récurrent. c'est ça. C'est ça. Après, bon, c'est vrai que après l'accréditation fait que quand on dépose aussi à chaque fois un dossier, c'est plus simple. Mais je pense pas que ça vaille le coup, effectivement. C'est vraiment pour les porteurs qui aiment bien déposer qui souhaiteraient déposer sur plusieurs années quelque chose. Et avec l'accréditation aussi, d'ailleurs, ça me fait penser, puisque tu me poses la question, on peut déposer des projets de plusieurs types. Ça veut dire qu'on peut déposer, par exemple, un projet, une année un échange de jeunes, une année l'année suivante en participation des jeunes, mais aussi d'autres projets, d'autres sous-actions Erasmus+. Voilà, l'accréditation, elle vaut pour toutes les actions Erasmus. Voilà, donc c'est vraiment des porteurs de projets ambitieux, on va dire, qui peuvent aller là-dessus. Donc là, j'ai repris un peu dans les grandes lignes ce dont il s'agissait quand on dit déposer une candidature, puisque ça a plusieurs étapes qu'il faut suivre dans l'ordre et qui, chacune, peuvent prendre un certain temps. Donc, je les ai repris pour les expliquer un peu plus en détail. Donc, la première étape, une fois qu'on a bien son projet en tête, etc., c'est de créer donc un compte EU Login. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous montrer après plus en détail. Ça, c'est la première étape. C'est assez facile. C'est juste que c'est comme quand on s'enregistre sur un site internet. La deuxième étape, c'est créer un compte pour son organisation. Donc, ce qu'ils appellent un compte OID, donc Organization ID. Et c'est, on va dire, la version Erasmus+, du PIC, pour certains qui ont déjà participé à un programme, dans l'ancienne programmation, à un projet. On avait des PIC, des codes de 9 chiffres. Donc, si vous avez déjà un PIC, ce PIC il peut être transformé, on va dire, on peut obtenir un code OID à partir de ce PIC. Donc, il ne faut pas créer un nouvel OID. Un code PIC peut générer un code OID. Et ce code donc, peut être utilisé pour tous les dépôts de projets Erasmus+. Donc, pas seulement pour échange de jeunes, mais voilà, pour tous les projets. Ensuite, une fois qu'on a passé ces 2 étapes, on peut compléter sa demande en ligne via un formulaire de candidature. Et une fois que tout ça est fait et que votre dossier de candidature est soumis, vous serez ou pas contacté par l'Agence nationale Erasmus+, Jeunesse et Sport. Parce qu'il faut savoir que la particularité de ce programme, c'est que c'est l'Agence nationale qui évalue les projets et qui après fait le suivi de ces projets. Il y a vraiment un contact national et des ressources qui sont disponibles au niveau national. Ça ne se passe pas uniquement à la Commission européenne ou à Bruxelles. Des guides sont disponibles en français sur le site de la Commission européenne pour remplir ces différentes étapes dont je viens de parler. Donc, EU Login, la création du compte pour l'organisation et la demande de formulaire. Je vais maintenant essayer de vous montrer un peu le site, à quoi ça ressemble, etc. Voilà, donc je pense que vous voyez. Donc ça, c'est le site dont j'ai mis le lien sur le PPT.
la commission dédiée à Erasmus+ et Corps européen de solidarité. Corps européen de solidarité, c'est pour le volontariat des jeunes. Voilà. Donc, donc ça, ce qui est bien, c'est que cette interface est disponible en français, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les interfaces de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que ça peut être pas mal. Donc, déjà, pour créer un login, un EU login, j'ai cliqué donc sur la petite... Alors, parce que moi, je suis déjà connectée, ça va peut-être me connecter à mon compte à moi. Voilà. Oui, donc ça m'a connecté à mon compte à moi, mais si je me déconnecte, ouais, ça va. Donc normalement, vous avez un formulaire d'accès. Alors attendez. Voilà, donc on va créer un. Donc voilà, pour créer un new login, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc les noms, l'adresse email et voilà, c'est un formulaire un peu classique comme on rencontre sur beaucoup de sites internet de nos jours. Donc la première étape, c'est ça. C'est créer cette EU login qui vous permettra après, j'espère que ça va revenir dessus. Il veut pas. Alors, comme tu t'es déconnecté, à mon avis. Ouais, comme je me suis déconnectée, il veut plus. Alors, juste une seconde. Hein. Donc ça, c'est on va dire, la partie la plus simple de créer cette EU login. Alors, entre-temps, il y a une question de Sherazade qui demande comment obtenir l'accréditation. Faut-il faire après accréditation un dossier projet sur Erasmus+ pour chaque projet? Alors, sur Erasmus+, jeunesse en tout cas. Donc, après, je ne sais pas, vous utilisez le terme d'accréditation. Alors, est-ce que vous utilisez le terme accréditation par rapport à ce que Bérangère évoquait tout à l'heure, donc le fait d'avoir une procédure simplifiée une fois qu'on obtient l'accréditation, ou le fait d'être inscrit sur Erasmus+, avec le login? Vous dites oui, donc visiblement, c'est l'accréditation qui permet de faire une sorte de coupe-fil ensuite. Oui, de toute façon, vous êtes obligé hein, sur chaque projet. C'est pas comme sur Erasmus+, éducation, bah non, formation. justement, ça permet, c'est ça le changement, c'est qu'en fait, quand on fait cette demande d'accréditation, on dit déjà ce qu'on va faire. Donc, a priori, ça permettrait d'établir notre plan sur plusieurs années et de ne pas, du coup, avoir à redemander des financements à chaque fois. Voilà, c'est la nouveauté, ça a changé. D'accord, merci beaucoup. Je me permets juste de prendre le micro. Merci beaucoup. Du coup, en fait, pour faire une accréditation, il faut être vraiment sûr d'un projet. C'est pour ça que vous avez utilisé assez, on va dire, gros. Il faut être sûr, en fait, des projets que l'on mène et puis de la durée, en fait, du projet. Oui. D'accord, bon, merci. après, comme je disais, faudra peut-être qu'on refasse un truc sur l'accréditation, mais il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site de l'agence et qui pourront peut-être répondre plus particulièrement à ces questions. D'ailleurs, dans quel détail tout ça doit être fixé à l'avance? Peut-être que voilà, sur quelques années, il y a des choses qui changent. Si on a un projet juste sur l'année suivante ou juste sur 5 ans, voilà, ça peut peut-être être différent. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, merci beaucoup. Oui, pardon. Alors, donc, on est de retour sur notre site. Donc, une fois qu'on a notre EU login, on peut rentrer notre organisme. Donc, là, vous voyez à gauche, j'ai cliqué sur l'onglet « Organisme ». On a deux possibilités. Je recherche un organisme parce que peut-être qu'on a déjà un code ou enregistrer mon organisme. Voilà, donc si je vais par exemple sur enregistrer mon organisme, ils nous demandent quand même de se dire, ils nous disent, bon, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas déjà un code PIC ou un nom? Bon, a priori non. Donc là, vous avez enregistré une nouvelle organisation. Donc ça va me demander, voilà, de rentrer mon mot de passe. Voilà, donc là, vous allez devoir remplir un certain nombre d'informations.
Voilà, pour prouver en fait à l'Union européenne que vous êtes pas enfin, vous êtes bien une structure, vous n'êtes pas quelque chose qui est un peu satellitaire ou qui n'est pas structuré, vous êtes bien, voilà. Alors là, il y a aussi une personne légale, une personne naturelle, c'est peut-être dans le cas de ce qu'on se disait tout à l'heure, des groupes informels de jeunes. Et pour les groupes informels de jeunes, donc il y a forcément une personne qui sera on va dire le contractant. Donc s'il y a un accord de financement avec l'Union européenne, c'est cette personne qui va recevoir l'argent. Et donc les autres membres du groupe, donc comme c'est un groupe informel, vont faire un mandat, vont donner leur accord pour que cette personne soit considérée comme coordinateur du projet. Mais voilà, ça reste quand même assez marginal, surtout en France, hein, où on a l'habitude des associations, la facilité de création des associations dans 1901. Voilà, je vais revenir. Alors, la prochaine chose que je voulais vous expliquer, donc, c'est une fois qu'on a obtenu tout ça, on va donc remplir le fameux formulaire de demande. Comme actuellement, il n'y a pas d'appel à projet qui est ouvert, je peux pas rentrer, on va dire, dans le logiciel et vous montrer vraiment en l'état à quoi ça ressemble. Mais la Commission européenne a publié ce qu'ils appellent un échantillon, un sample de à quoi ressemble un tel dépôt de dossier. Donc malheureusement, celui-là, il est en anglais. J'ai pas traduit. Julien avait fait le travail de la traduction hier, malheureusement, je ne l'ai pas faite. Mais ça vous permettra quand même de voir un peu de quoi il s'agit dans les grandes lignes. Donc comme c'est un extrait, je pense qu'il y a quelques passages qui sont un peu simplifiés. Mais dans les grandes lignes, vous saurez quelles informations il faut que vous ayez en main pour pouvoir déposer. Donc déjà, il y a tout ce qui est le titre du projet, l'acronyme du projet, la durée du projet, les organisations qui participent au projet, donc quelle est leur nature, etc. Hop, là, on est plus donc, de quoi il s'agit et dans quelle sous-action Erasmus+. Donc là, c'est mobilité des jeunes. Donc, il y a beaucoup dans ces dossiers, il y a beaucoup de répétitions. On va un peu essayer de vous poser tout plein de questions pour voir si vous êtes cohérent avec vous-même. Et comme disait hier Julien très justement, quand on remplit ce genre de dossier, il faut s'attendre à ce que l'évaluateur ne connaisse pas du tout qui on est, ce qu'on veut faire, ou d'où on vient, où on va, etc. Il faut vraiment tout lui expliquer. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis, il faut vraiment être explicite, sans pour autant, bien sûr, mettre la tartine. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre en compte le fait que les évaluateurs, ils voient passer des dizaines et des dizaines de dossiers, même s'ils seront francophones, ils connaissent pas vraiment le contexte et savent pas pourquoi vous voulez faire ça. Donc faut vraiment expliquer votre philosophie, pourquoi vous voulez faire ce projet-là et dans ce contexte-là, avec ces gens-là et ces partenaires, etc. Donc là, par exemple, oui, organisation partenaire, si jamais c'est le cas. Les organisations partenaires doivent, elles aussi, être enregistrées dans le système. Donc, ça veut dire qu'elles aussi, elles doivent avoir un OID ou un numéro PIC. Voilà, ça c'est une chose à savoir parce que ça peut être un peu compliqué. Si vous êtes une ville, d'avoir peut-être une ville qui est un peu pareille, je ne sais pas, dans un autre pays, en Hongrie, en Allemagne, ou j'en sais rien. Il faut qu'elle aussi, elle ait ce numéro pour que le système voit bien que votre partenaire existe, qu'il est bien, voilà, qu'il a bien une existence légale. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la description un peu plus technique du projet, donc avec les besoins et les objectifs. Donc, pourquoi on fait ça et pour quelles raisons, enfin, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut que les jeunes fassent, qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent, donc quel impact on attend de notre projet et aussi quel sujet va être abordé, parce que on veut que nos jeunes apprennent quelque chose, mais souvent, la rencontre va se faire autour d'un thème particulier. On ne va pas se dire, on va juste se rencontrer pour parler de je ne sais pas quoi. Il faut vraiment qu'un thème soit choisi
On va dire que pour être choisi par l'Union européenne, il faut vraiment essayer de miser sur des sujets qui sont traités, qui sont d'enjeu pour l'Union européenne. Alors, c'est pas compliqué du tout, puisque l'Union européenne, comme enjeu, il y a l'environnement, la démocratie, la lutte contre les discriminations, etc. C'est très large, et puis c'est sans doute les sujets qui sont évoqués dans ces rencontres, dans ces rencontres de jeunes. Ensuite, ce qui peut être un peu plus difficile à prévoir, mais qu'il faut quand même jouer le jeu, c'est de définir en détail les activités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme activité et combien ça va nous coûter. Essayer de vraiment être... essayer d'être vraiment le plus proche possible de la réalité dans ce qu'on va faire. Combien il y aura de participants, comment ça va se passer, est-ce qu'on va avoir des intervenants extérieurs ou pas, etc. Être le plus précis possible sur ces aspects-là. Comme je disais tout à l'heure, les budgets seront... là, il n'y en a pas sur ce document-là, mais normalement, il y a des tableaux Excel qui vous permettent de calculer de façon plus automatique les budgets. Donc, comme c'est des budgets forfaitaires, c'est assez simple. Les calculs sont assez simples, mais il faut quand même que vous, au moment de préparer votre dossier, vous ayez une idée de combien il y aura de jeunes, de combien il y aura d'accompagnateurs, quelle est la mesure un peu de votre projet, combien de temps ça va durer, combien de jours ça va durer, etc. Après, il y a beaucoup de questions sur comment on a préparé les activités. Est-ce qu'on les a bien préparées avec en prenant en compte le contexte, en prenant en compte les jeunes avec qui on va avoir affaire? Est-ce qu'on a bien mis en place toutes les mesures de sécurité? Bon, en plus, avec le contexte actuel, je pense que ça, c'est des points qui vont être vraiment bien regardés, les mesures de sécurité, notamment avec la crise sanitaire. Est-ce qu'on respecte bien les règles de façon générale? Et aussi, qu'est-ce qui pourra découler un peu des activités qu'on aura organisées? Quels seront ce qui sera repris par les jeunes, ou ce qui pourra être repris par les par les organisations participantes, etc. Donc, aussi, comme c'est une activité à visée éducative, on va beaucoup mettre l'accent sur ce que les jeunes auront appris. Donc là, on pourra même aller jusqu'à demander peut-être comment on certifie, on va dire, qu'ils ont appris quelque chose. Donc là, il y a la mention de certificat ou d'instrument national, on va dire, de reconnaissance de compétences. C'est peut-être aller un peu loin, puisqu'il s'agit d'éducation informelle, hein, je vous le rappelle, mais en tout cas, voilà, dans quel peut-être dispositif plus grand ça rentre, est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose qui peut reconnaître ces compétences et ces jeunes? Dans un sujet, pour donner peut-être un exemple, un sujet qui peut être traité et qui peut être intéressant, il y a tout ce qui a les compétences liées au numérique, ou les compétences liées, je sais pas, à la sensibilisation des médias, etc. Et ça, peut-être les compétences numériques, ça peut être obtenu, on peut les quantifier avec des certificats, ou j'en sais rien, qui sont délivrés par des sites ou des choses comme ça. Donc là, il y a la question de nouveau des participants avec moins d'opportunités. Donc, comment ils sont intégrés aux activités et comment on prend en compte cette question. Et bien sûr, il y a aussi tout ce qui est l'argumentaire sur en quoi l'événement, les activités sont durables en termes environnementaux. Donc, est-ce qu'on a bien essayé de réfléchir à tous les aspects de ce qu'on a fait pour que ce soit le plus éco-conçu, on va dire. Par exemple, est-ce qu'on a fait venir les gens par train ou pas? Est-ce que dans l'événement, on a utilisé des gobelets réutilisables? Voilà, c'est peut-être des choses qui peuvent être mises si jamais on y a pensé. En sachant que l'Union européenne, c'est important pour elle, ce genre d'éléments, donc ça peut toujours être un plus dans notre dossier si on pense à ce genre d'aspect en amont. Ensuite, il y a toute une partie sur le management du projet. Donc, c'est tout ce qui va être sur l'organisation, comment on s'est organisé pour réaliser le projet. Donc, comment s'organiser de façon logistique, etc. Ensuite, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la partie un peu plus après le projet, donc l'évaluation. Est-ce qu'on est content de ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a atteint les objectifs?
Est-ce qu'on en a bien retiré ce qu'on voulait en retirer? Et est-ce que ce projet peut-être va continuer sa vie, va peut-être se reproduire, même sans fonds européens, mais peut-être qu'il y a un engouement qui est né ou j'en sais rien. Voilà, tout ça, ce sera aussi à évoluer. Peut-être que si vous le faites une fois, ça va être après intégré dans un dispositif ou dans un dispositif qui reviendra chaque année, dans un projet de mairie ou voilà. Et aussi, là, tout ce qui est sur la dissémination, ce sera peut-être votre expérience. Vous pourrez la partager avec d'autres communes, d'autres villes, et ça pourra peut-être se reproduire à d'autres endroits et aider peut-être d'autres communes à produire les mêmes activités, à avoir les mêmes objectifs. Donc là, c'est une partie qui est encore plus répétitive puisqu'il s'agit de faire un résumé de ce que vous allez faire, et notamment aussi un résumé en anglais, puisque tous les projets européens, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, tous les projets européens apparaissent, quand ils sont financés, ils apparaissent dans des catalogues de réalisation de l'Union européenne. Donc, on pourra retrouver, voilà, telle commune a réalisé ce projet, ils avaient pour objectif ça et ça. Donc ça, c'est plus une visée de communication, pour voir un peu à quoi servent les financements européens. Et aussi, ça peut donner des idées, comme je disais à l'instant, à d'autres communes, etc., de réaliser les mêmes choses. S'ils ont vu passer, tiens, il y a ce projet qui a fait ci et qui a fait ça. Voilà. Et là, ils ont mis si je fais ça, les postes de dépenses dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y aura un résumé, entre guillemets, de tout ce que vous aviez prévu de faire. Et là, les zéros seront remplacés du coup par des chiffres. Hein, et ça pourra générer, on va dire, une sorte de total. Et vous pourrez avoir une vision de votre budget total. Voilà, je suis arrivée au bout du document. Je ne sais pas s'il y a des questions. Écoute, je n'en vois pas. Ok. Alors, la dernière, je crois on est bientôt vers la fin, hein, c'est l'évaluation. Comment évaluer le projet? Donc, il faut savoir qu'il y a une certaine compétition quand même sur ces projets-là. Au-delà du fait qu'il faut qu'ils rentrent vraiment dans les cases, qu'ils répondent aux politiques de l'Union européenne, qui répondent à l'appel à projet, qu'on joue bien le jeu de l'éligibilité, c'est-à-dire qu'on soit bien la bonne structure, on ait bien le bon nombre de candidats, etc. Ensuite, il y a une évaluation qui est plus sur le contenu, donc que vous pouvez voir là avec un système de points qui évalue donc la pertinence, l'impact et le potentiel du projet, la qualité de la conception du projet et la qualité de gestion du projet. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans le formulaire que je viens de vous lire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut passer du temps quand même sur ce formulaire-là, puisque vraiment, c'est sur ces aspects-là qu'on va être jugé. Donc voilà, c'est 100 points le total, et puis après, l'évaluateur estime un score, et après, on est confronté bien sûr aux autres projets, puis bien sûr à l'enveloppe, parce que chaque année, voilà, il y a un montant qui est dédié sur ces actions-là, et puis après, l'agence essaie de faire rentrer un maximum de projets éligibles dans cette enveloppe. Mais bon, il arrive que ce ne soit pas possible. Mais je pense que de façon générale, il y a quand même un bon taux de programmation hein, sur les projets de façon générale en France. On est assez bon. Voilà, je suis arrivée au bout de la présentation. Si jamais il y a des questions aussi orales, n'hésitez pas. C'est le moment, sachant qu'on reste évidemment à votre pleine et entière disposition pour ensuite réfléchir avec vous sur vos projets, sur le fond comme sur la forme d'ailleurs. Hein. Il y a évidemment toute une gymnastique pour la vie du dossier, le remplissage du dossier, mais on est aussi là pour vous offrir des ressources, à la Maison de l'Europe notamment, pour créer ces temps d'échange avec vos partenaires. Comment les valoriser aussi, puisque vous l'avez vu, hein, la question de la diffusion, de l'impact, de la valorisation sont des données importantes. Voilà.
Est-ce que quelqu'un a peut-être une question, une remarque pour Bérangère? Je vois qu'il y a une main levée de Oui. monsieur Oui. Lacroix. Oui, je veux bien. Je suis toujours aussi inquiet là. Si je comprends bien, le dossier est de nouveau intégralement en anglais. Les questions le seront, mais on peut répondre en français par contre. Sauf toute une partie où non seulement on répond en français, mais il faut impérativement répondre en anglais sur une partie synthétique, si j'ai bien suivi votre présentation, hein. Oui, oui, il faut faire effectivement un résumé du projet en anglais. Donc, comme je le disais, c'est demandé dans tous les dépôts de dossiers pour des visées vraiment de communication. C'est pour Ah qu'on oui. puisse apparaître un peu sur tous les sites et être référencé, si vous voulez, qu'on référence un peu tous les projets. Après, c'est des résumés de projets, donc c'est pas plusieurs pages, hein. Normalement, c'est un paragraphe. Mais je comprends que ça peut être un frein c'est un frein, hein, faut le dire, hein, c'est pas évident, hein. Je ne vous le On fais peut pas vous dire guider, hein. et je constate que le système de dépôt de candidature ne s'est pas amélioré dans le sens de la simplification. Alors justement, je pense que c'est ce que Julien voulait dire. Nous, on est là pour vous aider à faire ça parce que c'est vrai qu'on a conscience de ça, hein. C'est pour ça qu'on organise aussi ces réunions pour traduire pas seulement de l'anglais au français, mais aussi de traduire un peu la complexité. Et il faut savoir aussi que sur la présentation que je viens de projeter, il y a des guides. Il y a un lien vers des guides qui sont par contre uniquement en français. Enfin, ils sont aussi en français. Il n'y a que quelques langues, mais il y a le français. Et là, c'est bien expliqué étape par étape, page par page, ce qu'il faut remplir, ce que ça signifie, etc. Donc, ça, c'est un plus que je vois, par exemple, par rapport à programme qu'on a vu hier qui n'était pas qui n'avait pas forcément ces outils, mais ça existe en français. Voilà. aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, et puis l'agence Erasmus+ Jeunesse, donc qui est basée à Paris, a été très réactive quant à l'évolution du programme pour la période 2021-2027. Vous avez déjà énormément de vade-mecum. Le chemin est plutôt bien balisé. Et honnêtement, à la différence du programme Europe pour les citoyens, où là, pour le coup, le point d'information français est plutôt très en retard. L'agence joue le jeu. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On va peut-être mettre la slide Bérangère avec nos coordonnées. Oui, pardon, oui. Alors, Christophe Gouin, je ne sais pas si je le Oui, prononce correctement. c'est juste pour savoir si Vous on pouvait découper un dossier et avoir une autre forme de financement d'un autre côté pour un projet de participation de jeunes, par exemple. j'ai pas entendu le début de votre question, je suis désolée. On pouvait déposer effectivement un projet dans le cadre de la participation de jeunes et avoir un financement d'un autre côté, CAF ou MSA en parallèle. Est-ce que ça, c'était faisable? Alors, c'est faisable, entre guillemets, c'est faisable si les deux financements ne financent pas la même chose. Parce que alors, il y a vraiment quelque chose que l'Europe a fait la chasse un peu, c'est le double financement. On va dire que voilà, faudra que Oui, vous mais puissiez justifier que même si vous avez deux financements différents pour un même projet de façon générale, ces deux financements ne financent pas exactement la même chose. Enfin, c'est logique, hein, dans mon explication, mais il faudra réussir à le démontrer, quoi. donc attention au double financement européen. Là, vous évoquiez la CAF ou la MSA ou le conseil régional ou autre. Là, c'est totalement faisable, hein. Oui, non, mais c'est possible d'obtenir les deux financements, mais il ne faut pas qu'ils financent deux fois la même chose. Enfin, je veux dire, par exemple, il ne faut pas que vous obteniez un financement européen, par exemple, pour financer une mobilité, donc des billets de train, par exemple, et qu'avec de l'argent d'un français d'une autre source, vous financiez aussi ces billets de train. C'est ce qui est logique. Vous n'allez pas financer deux fois la même chose avec le même argent. Et voilà, l'Europe pourra éventuellement vous poser la question si jamais vous avez, il y a des questionnements supplémentaires de comment vous organisez les financements, sur quoi ils sont fléchés, les financements supplémentaires que vous avez. Mais c'est pas du tout incompatible, hein, c'est pas du tout incompatible. Vous pouvez obtenir deux financements pour un même projet du moment qu'ils ne financent pas exactement le même objet. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Vous n'êtes pas censé faire de bénéfices.
C'est ça Non. l'idée. Voilà, c'est ça. Il y a une question, Bérangère, de Jean-Paul Sornet. Et quelle est la différence entre Erasmus et le Corps européen de solidarité? Ah bah c'est une bonne question. Ça me fait plaisir d'en parler. Le Corps européen de solidarité, en fait, c'est sur du volontariat européen. Et donc, c'est plus pour des jeunes adultes, on va dire, qui ont plus, enfin, c'est plus de 18 ans, quoi, en général. Et c'est travailler, en fait, dans une structure en Europe qui est engagée, par exemple, dans l'environnement, le social ou l'engagement démocratique, etc. Donc, c'est faire du volontariat, donc faire partie d'une structure. Et l'Union européenne apporte un financement pour permettre à des jeunes de faire des volontariats dans des structures partout en Europe. Et parce qu'il existe en fait un programme parallèle en France qui a énormément de succès aussi, le service civique, hein, qu'on connaît bien. Et donc là, en fait, c'est essayer de donner une envergure européenne à ça. Donc voilà. Je sais pas. Alors il y a aussi des informations sur sur des sites internet sur le Corps européen de solidarité. Ça peut s'effectuer aussi individuellement, en groupe. C'est moins comment dire, connu. Il y a moins de projets pour l'instant qui sont faits là-dessus, mais c'est en expansion. On va dire qu'il y a de plus en plus de publics qui le connaissent et qu'il y a de plus en plus de demandes pour participer à ce genre de projet. Il y a une dimension d'envoi et une dimension d'accueil. L'importance effectivement de faire en sorte que de plus en plus de jeunes bénéficient de cette expérience à l'étranger, si on prend le point de vue français. Mais à l'inverse, c'est essentiel aussi d'avoir des jeunes Européens qui s'impliquent dans nos territoires et dans nos structures. Nous, par exemple, à la Maison de l'Europe, on a en permanence depuis plus de 10 ans maintenant des volontaires européens. Donc, on a longtemps travaillé avec des volontaires issus des programmes européens. Maintenant, on travaille avec le volontariat franco-allemand. Mais c'est une vraie plus-value. Il y a ce côté importance individuelle pour le jeune, mais il y a tout le gain aussi des structures qui accueillent des volontaires, soit des collectivités, des associations, des établissements scolaires aussi. Ça va vraiment dans les deux sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, demandes? Et si ce n'est pas le cas, on vous laisse donc avec les coordonnées donc, de nos deux structures, la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, qui est une régie autonome du Conseil régional, et le bureau de représentation de la région à Bruxelles. Vous avez les coordonnées dans l'invitation que vous aviez reçue par email. Quand vous vous êtes inscrit, vous avez laissé vos coordonnées, donc on vous adressera les deux présentations, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, même si vous n'avez participé qu'à l'une d'entre elles, vous aurez tout avec les bons liens et les vidéos seront proposées en replay sur la chaîne YouTube de la Maison de l'Europe. Voilà. Donc, n'hésitez pas, mûrissez vos idées, vos projets, revenez vers nous pour les faire avancer et on va garder ce rythme de réunions régulières. Peut-être que certaines d'entre vous avaient participé à la présentation de l'hiver dernier. On avait déjà abordé la question des financements pour les projets de coopération de citoyenneté. On l'avait fait avec le Conseil régional, on l'avait fait avec la Maison de Rhénanie-Palatinat aussi, sur la dimension franco-allemande. Donc voilà, on le fera régulièrement et je pense peut-être le printemps prochain pour réactiver ces connaissances et faire naître des projets. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Bérangère, tu veux peut-être un dernier mot? Oui, non, mais merci pour votre participation à cette heure-là. Et n'hésitez pas à nous contacter. Moi, ce que je dis, c'est que même si je suis à Bruxelles, c'est quand même pas très loin, donc n'hésitez pas. C'est peut-être moins évident, mais on est là. Voilà. Bien. Eh bien, bonne soirée. Portez-vous bien. Bonsoir. Et à bientôt. Au revoir.